c'est un exposé qui va aborder notamment la place des mathématiques dans l'œuvre de d'Alembert. Je vais essayer de vous infliger aussi peu d'équations que possible, il y en aura quand même quelques-unes. Mais voilà, j'ai essayé de faire cet effort-là. Alors, le titre, c'est la mécanique et les mathématiques mixtes dans l'œuvre de d'Alembert. Pour commencer, je vais essayer de clarifier ce terme de mathématiques mixtes qui peut un peu surprendre. Vous savez que l'arbre des connaissances joue un rôle important dans l'encyclopédie. Et donc, c'est important de voir comment sont perçues et comment sont structurées les mathématiques au XVIIIe siècle. Donc, regardons ensemble l'article mathématique qui paraît donc dans le tome 10 de l'encyclopédie en 1765, donc il est sous la plume de d'Alembert, vous voyez à la fin la signature de d'Alembert, le O, ici. D'Alembert nous explique la chose suivante. Il explique que les mathématiques donc, se divisent en deux classes. La première, qu'on appelle mathématiques pures, considère les propriétés de la grandeur d'une manière abstraite. Or, la grandeur, sur ce point de vue, est ou calculable ou mesurable. Dans le premier cas, elle est représentée par des nombres. Dans le second, par l'étendue. Dans le premier cas, les mathématiques pures s'appellent arithmétique. Dans le second, géométrie. Donc, les mathématiques pures, c'est l'arithmétique et la géométrie. La seconde classe s'appelle mathématiques mixtes. Elle a pour objet les propriétés de la grandeur concrète, en tant qu'elle est mesurable ou calculable. Nous disons de la grandeur concrète, c'est-à-dire de la grandeur envisagée dans certains corps ou sujets particuliers. Et vous allez voir donc que les mathématiques mixtes rassemblent beaucoup de choses. Il dit donc du nombre des mathématiques mixtes sont la mécanique, l'optique, l'astronomie, la géographie, la chronologie, l'architecture militaire, l'hydrostatique, l'hydraulique, l'hydrographie ou navigation. Vous voyez, il renvoie ensuite aux articles de ces intitulés-là. Et il renvoie aussi au système figuré des connaissances. Donc vous voyez que le terme de mathématiques mixtes est une des deux grandes composantes des mathématiques avec les mathématiques pures. D'ailleurs, au passage, si on regarde la structure de l'Académie royale des sciences, donc l'Académie royale des sciences est fondée en 1666. Elle va fonctionner d'abord de manière un peu informelle, et puis elle va être dotée d'un règlement et d'une structure en 1799, et elle va être dotée de 6 classes. 6 classes donc, qui vont exister jusqu'à la réforme de Lavoisier en 1785. Parmi ces 6 classes sont réparties en 2 sections. Il y a une section mathématique dans laquelle il y a 3 classes, géométrie, astronomie et mécanique, et une section physique dans laquelle il y a aussi 3 classes, anatomie, chimie et botanique. Donc vous voyez qu'on appelle mathématiques au XVIIIe siècle, disons la mécanique et l'astronomie font partie des mathématiques au XVIIIe siècle. Et on retrouve dans cette structure donc les mathématiques pures qui sont la géométrie et les mathématiques mixtes qui sont l'astronomie et la mécanique. Dans sa carrière académique, d'Alembert va rentrer à l'académie assez jeune, à 26 ans. Il va franchir les différentes grades au sein de l'académie, et il va passer très souvent, d'ailleurs il ne va pas tout le temps être dans la même classe, il va être parfois géomètre, parfois dans la classe de mécanique. Voilà. Donc la démarche que je vais essayer de suivre dans cette conférence, dans cet exposé, c'est plutôt de partir sur une progression chronologique et de parcourir l'œuvre de d'Alembert de manière chronologique, et en particulier son œuvre au sein des mathématiques mixtes. Alors, je serai obligé des fois de faire des retours en arrière, donc ça ne sera pas totalement chronologique, et je parlerai aussi un tout petit peu de mathématiques pures, vous le verrez. Les œuvres que je vais aborder, ce sont plusieurs œuvres majeures et marquantes de d'Alembert. Le traité de dynamique, donc, qui est une de ses œuvres de jeunesse, une de ses œuvres majeures de jeunesse, donc, dont la première édition est en 1743, et l'encyclopédie, ses mémoires sur les cordes vibrantes, et ainsi que d'autres mémoires. Et les domaines donc qu'on va balayer sont la dynamique, la mécanique des milieux continus d'une manière assez générale, les équations aux dérivées partielles. C'est tous ces domaines-là qui vont nous intéresser dans cet exposé-là. Alors, le traité de dynamique. Le traité de dynamique, donc la première édition date de 1743. Il y aura une seconde édition en 1758. Cette seconde édition comporte un certain nombre de compléments de la part d'Alembert et est notamment aussi enrichie par des notes de Bossuet.
D'Alembert est tout juste âgé de 26 ans et il vient d'être élu adjoint mécanicien à l'Académie royale des sciences lorsqu'il publie ce premier ouvrage scientifique. Et une ambition forte préside ce projet, et d'Alembert l'exprime dès la préface. Il explique que sa volonté est d'aplanir les bords de la mécanique afin d'en faire une science claire, en démontrant ses principes à partir de la considération du seul mouvement. Alors, quelques précisions sur le contexte. On est à une époque où les conceptions cartésiennes, en particulier dans le domaine de la mécanique, ont connu un certain déclin. Leur déclin est même assez avancé, même s'il reste encore des cartésiens au sein de l'Académie des sciences. Et à une époque aussi où on a une montée en puissance des conceptions newtoniennes, tant sur le plan de la mécanique que sur le plan épistémologique. Ce qu'on va voir, c'est qu'un certain nombre d'œuvres d'Alembert accompagnent cette montée en puissance des conceptions newtoniennes. On est aussi à une époque où ce qu'on appelle la querelle des forces vives est encore assez présente dans les esprits. Alors j'explique un petit peu ce que c'est la querelle des forces vives. La doctrine des forces vives était défendue notamment par Leibniz et par Jean Bernoulli. Et si on exprime les choses en termes modernes, cela revient à défendre la conservation de l'énergie mécanique ou, par exemple, dans le cas de l'étude des chocs, la conservation de l'énergie cinétique. Donc cette querelle est encore présente dans les esprits au moment où d'Alembert rédige son traité. Alors, si on examine la préface du traité de dynamique pour essayer de comprendre un peu quelles sont les intentions d'Alembert explique que le terme dynamique doit s'entendre comme la science du mouvement des corps qui agissent les uns sur les autres et d'une manière quelconque. D'Alembert va récuser l'acception traditionnelle, il va donc acception traditionnelle qui assimile cette science à celle des puissances et des causes motrices, et il va essayer d'éviter d'utiliser le concept de force donc dans son traité de mécanique en privilégiant le mouvement. L'idée est que on va plutôt s'intéresser aux effets qu'aux causes, et donc on va essayer de ne pas utiliser le concept de force. Véronique Lerue parle d'une véritable chasse aux sorcières métaphysique vis-à-vis du concept de force lorsqu'elle évoque la préface lorsqu'elle évoque le traité de dynamique. Cette approche situe clairement d'Alembert dans la lignée des conceptions newtoniennes, dans la mesure où il va privilégier les effets sans se questionner et sans avoir trop d'interrogations sur les causes qu'il considère comme obscures. Toutefois, certains historiens des sciences, comme Christoph Schmitt, estiment trouver dans le traité de dynamique l'influence de Malebranche, qui est par certains côtés aussi un héritier d'une certaine version du cartésianisme. Au passage aussi, sur cette question de la place du newtonianisme dans l'œuvre d'Alembert, on retrouve dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, donc de 1751, une importance très grande accordée à Newton. Et d'ailleurs, les trois savants qui sont le plus cités au sein du discours préliminaire de l'encyclopédie sont... Descartes, finalement, est assez peu cité, sont Francis Bacon, John Locke et Isaac Newton. Alors, on pourrait dire que d'Alembert adopte pratiquement dans le traité de dynamique une présentation, cherche à adopter dans le traité de dynamique une présentation axiomatique de la mécanique, un peu comme on le trouve dans les éléments d'Euclide par exemple, si on tire un peu la comparaison. Il va fonder son ouvrage sur 4 principes, donc le principe d'inertie, le principe du mouvement composé, et le principe d'interaction, enfin j'emploie des termes modernes pour simplifier un petit peu, ce sont les 3 premiers, et il va appliquer donc ces 3 principes plus 1, je vais parler du 4e après, à toute une série de problèmes pour montrer l'efficacité de l'édifice qu'il vient de proposer. Donc le problème des chocs, le problème du mouvement du centre de gravité, le problème de l'étude du centre d'oscillation, etc. C'est le 4e principe qui est parfois appelé d'ailleurs principe de d'Alembert, qui va jouer aussi un rôle crucial dans ce traité de dynamique et où on voit vraiment que d'Alembert essaie
d'occulter et de ne pas s'intéresser aux forces et vraiment de privilégier le mouvement. Donc il va imaginer pour ce quatrième principe trois corps en interaction, trois corps A, B et C qui sont soumis. Alors là il faut faire attention, j'ai pris les notations qui sont dans le traité dynamique, ce qui fait que les lettres en italique ne sont pas la même chose que les lettres en verticale, ce qui peut être un peu délicat à lire. Donc trois corps soumis initialement à des mouvements A, B et C qui vont changer à cause des actions mutuelles, et ils vont changer en à nouveau A, B et C, mais cette fois-ci en droit. Et donc d'Alembert va décomposer les mouvements initiaux en les mouvements finaux plus ce qu'il va appeler le mouvement détruit. Les mouvements détruits, ce sont alpha, bêta que vous avez également dans cet énoncé. Il va expliquer que finalement, si on ne regardait que les mouvements qui sont détruits, eh bien à ce moment-là, les trois corps finalement resteraient immobiles, et resteraient au repos, et que finalement les mouvements détruits, si on les considérait seuls, aboutiraient à une situation d'équilibre. Et c'est à partir de ce raisonnement-là qui va donc établir son principe et l'appliquer à toute une série de problèmes, en décomposant donc les vitesses en vitesse initiale est égale à vitesse détruite plus vitesse finale, en quelque sorte. Il va appliquer donc ça à toute une série de problèmes. Je mentionne ici les chocs élastiques parce que j'aurai l'occasion d'en parler à la fin. L'approche qui va être celle de d'Alembert, c'est de montrer que, en fait, par exemple, dans le cas des chocs élastiques, si on applique son principe, eh bien, on parvient à déduire les vitesses à l'issue du choc. Et que dans le cadre des chocs élastiques, on peut montrer qu'il y a conservation des forces vives, donc conservation de l'énergie cinétique, là en l'occurrence, mais que finalement, cette conservation, on n'a pas besoin de la prendre comme principe premier, c'est une propriété qui est vérifiée dans certains cas, mais elle n'a pas à jouer un rôle premier dans l'édifice de la dynamique. Si on regarde le traité de dynamique vu par Lagrange, donc Lagrange sera quelqu'un d'assez proche de d'Alembert. Il va rentrer très jeune en correspondance avec d'Alembert, et ça sera un correspondant, donc ils seront en correspondance pendant toute leur vie. Et il estime, à propos du traité de dynamique, que d'Alembert fait une innovation dans ce traité-là parce qu'il a su trouver un principe réduisant la dynamique à une science de l'équilibre, finalement. Vous voyez que, comme on l'a vu, lorsqu'on ne considère que les vitesses détruites, eh bien, on est dans une situation d'équilibre. C'est dans ce sens-là que Lagrange dit cela. Et qu'à travers ce principe-là, eh bien, il a permis la résolution ou la mise en équation de tous les problèmes de mécanique. C'est ce que dit Lagrange donc, dans son ouvrage majeur de mécanique, qui est la mécanique analytique. Cependant, Lagrange va pas procéder exactement de la même manière, dans la mesure où lui ne va pas occulter le concept de force comme le fait d'Alembert. Alors, je parle du traité de dynamique aussi parce que ça m'amène sur le point suivant qui va nous intéresser, qui est la question des équations aux dérivées partielles. C'est dans le traité de dynamique qu'on va voir apparaître pour la première fois sous la plume de d'Alembert une équation aux dérivées partielles dans le cadre de l'étude des oscillations d'un fil pesant qui est suspendu par une extrémité. Vous avez un fil qui oscille en étant suspendu par une extrémité. Ceci étant, à ce stade-là, d'Alembert ne va pas trop savoir quoi faire de cette équation aux dérivées partielles, et il ne va pas en particulier parvenir à la résoudre. Et il va falloir attendre donc quelques années pour qu'il avance un peu sur ce thème-là. Les premiers travaux dans lesquels d'Alembert va véritablement parvenir à trouver une équation aux dérivées partielles et trouver une méthode pour la résoudre, c'est dans un ouvrage et un mémoire académique. L'ouvrage s'appelle « Les réflexions sur la cause des vents », il date de 1746, et le mémoire académique, c'est son mémoire sur les cordes vibrantes de 1747. Ce sont ces deux premiers mémoires qui font dire aux historiens des sciences que d'Alembert est, à travers ça, l'auteur de la première véritable théorie des équations aux dérivées partielles. Alors, il faut préciser ici quand même que, donner un petit élément de chronologie, le calcul différentiel est apparu à la fin du XVIIe siècle,
hein, sous la plume de Leibniz et de Newton. Donc ça fait c'est à peu près une soixantaine d'années avant ces mémoires-là. Au début, bien sûr, on différencie des fonctions à une variable, puis on va commencer à différencier des fonctions à plusieurs variables dès le début du XVIIIe siècle, mais on n'est pas encore à ce stade-là aux équations dérivées partielles comme on l'est avec d'Alembert. Il faut ajouter toutefois que Euler, dans les années 30, s'était intéressé aux dérivées partielles, mais d'une part, il n'avait pas cherché à intégrer des équations dérivées partielles. Il s'était intéressé dans le cadre de l'étude de familles de courbes paramétrées. Hein. Il avait produit une théorie qui s'appelait la théorie des équations modulaires. Il avait observé que si on avait une fonction à plusieurs variables, et si on dérivait d'abord par rapport à la première variable et ensuite par rapport à la deuxième, ou si on inversait l'ordre de dérivation, très souvent, on trouvait quand même à peu près la même chose. Hein. Il avait fait notamment cette observation-là. Mais il n'avait pas trouvé d'application physique, comme d'Alembert va les trouver, à cette théorie des équations modulaires qui restait dans un contexte qui était le contexte de l'étude des courbes paramétrées. Pourquoi maintenant dit-on que d'Alembert est l'auteur de la première véritable théorie des équations dérivées partielles à travers ses mémoires sur les cordes vibrantes et sur la cause des vents? Eh bien, tout simplement parce que ces mémoires vérifient trois critères, hein, et c'est Stephen Engelsman, un historien des mathématiques, qui, je reprends son argumentation ici, hein. D'une part, les équations dérivées partielles apparaissent sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui dans ces mémoires-là. Ensuite, eh ben, elles ont une solution. L'auteur du mémoire propose une solution à ces équations-là, et au-delà de la solution à ces équations-là, il y a une méthode pour intégrer, pas toutes les équations dérivées partielles, bien sûr, mais des catégories importantes quand même d'équations dérivées partielles. Alors, on va tout de suite regarder en quoi consiste le problème des cordes vibrantes. Alors, on voit un peu le dessin en haut, oui. Donc, vous avez une corde qui est fixée en ces deux extrémités, une corde qui est de longueur A. Donc on considère une fonction y qui est une fonction de deux variables x et t qui donne les mouvements de chaque point de la corde à chaque instant. Donc d'Alembert va montrer que le mouvement de cette corde de longueur A est régi par l'équation dérivée partielle. L'équation dérivée partielle, c'est l'abréviation EDP que j'utiliserai souvent pour pas avoir de formulation trop longue. C'est régi par l'équation dérivée partielle que vous avez en haut à droite. Hein. Alors bien sûr, les physiciens trouveront qu'il manque un facteur de vitesse, mais d'Alembert la présente sous cette forme-là parce qu'il suppose que la vitesse est égale à 1 pour des raisons de simplicité. Il va intégrer cette équation-là, il va trouver donc la formule y est égale à phi de x plus t plus delta de x moins t, et dans un second temps, il va choisir des conditions initiales et utiliser les conditions limites. Donc il va utiliser le fait que la vitesse initiale est nulle. Donc on a ce qu'on appelle une corde pincée, on la tire de son état d'équilibre et on la lâche. Hein. Donc en utilisant ces conditions initiales et aux limites, il parvient à la formule que vous avez en bas, et où la fonction phi finalement est liée à l'allure initiale de la corde. Elle est impaire et de A périodique, A étant la longueur de la corde. Et finalement, dès qu'on a la fonction phi qui est donnée par l'allure initiale de la corde, le mouvement devient parfaitement déterminé. Au passage, en faisant ça, d'Alembert étend les solutions connues du problème des cordes vibrantes. Les solutions connues à ce stade-là, c'était les solutions de Taylor, qui expliquaient que les solutions du problème des cordes vibrantes étaient toujours des sinusoïdes. Voilà. Donc, on en est à ce stade-là, et vous allez voir que ce qui va être important dans la suite, ça va être la question de cette fonction phi. Et il va y avoir une polémique importante entre Lair et d'Alembert autour de cette fonction phi, mais j'y reviendrai après. Là, je vais parler de la place des équations dérivées partielles de manière un peu plus générale au sein de l'œuvre de d'Alembert. Alors, il faut dire une chose, j'emploie le terme d'équation dérivée partielle, ce terme n'est pas encore employé dans l'œuvre de d'Alembert. En définitive, le terme de différence partielle apparaît uniquement dans la décennie 1780, dans le supplément de l'encyclopédie sous la plume de Condorcet. Donc, pour les savants, ce sont des équations différentielles, sans forcément qu'il y ait une distinction entre équations différentielles et équations dérivées partielles. Donc le vocabulaire à l'époque n'est pas exactement le nôtre. J'ai aussi employé les termes de conditions initiales, conditions limites. Ce n'est pas encore, bien sûr, employé à l'époque. Et le vocabulaire est aussi pas stabilisé.
Elles vont occuper finalement une place dans beaucoup de thèmes d'études qu'aborde d'Alembert, les équations dérivées partielles, donc principalement dans les mathématiques mixtes. Il y a le problème du fil pesant dans le traité de dynamique que j'ai évoqué. Il y a finalement dans ses recherches sur la cause des vents, ce à quoi s'intéresse d'Alembert, c'est le mouvement des couches atmosphériques. Les cordes vibrantes, je les ai citées. Peu après les cordes vibrantes, d'Alembert va utiliser la même équation à laquelle il a abouti pour les cordes vibrantes pour modéliser le mouvement des particules d'air dans un tube, c'est-à-dire pour modéliser la propagation du son, une propagation unidimensionnelle du son. Il va également appliquer ça au problème des fluides, au problème de l'écoulement, de l'équilibre et de la résistance des fluides, mais Michel Paty vous en parlera un peu plus cet après-midi. Et il y a d'autres problèmes encore auxquels il utilise les équations dérivées partielles, dont notamment le problème de la courbe tautochrone. Et dans pas mal des problèmes que j'ai évoqués, notamment les cordes vibrantes, il va étudier des cas idéalisés et à partir d'un certain stade, il va aussi étudier des cas où il y a une résistance qui intervient. Alors, à ce stade-là, le plus souvent, les équations dérivées partielles qu'envisage d'Alembert, elles sont linéaires et d'ordre O+2. Et les coefficients ne sont pas nécessairement constants. C'était le cas notamment dans le cadre du problème du fil pesant. Vous voyez aussi que j'ai mentionné des mémoires purement mathématiques, parce qu'à partir d'un certain moment, d'Alembert va aussi s'intéresser aux équations et dérivées partielles hors de tout contexte physique. Et c'est quelque chose qu'on va voir après. Je fais une remarque ici au passage sur la question mathématiques pures et mathématiques mixtes. Généralement, les historiens considèrent que le XVIIIe siècle est celui des mathématiques mixtes, ou des sciences physico-mathématiques. Sciences physico-mathématiques étant plutôt le vocabulaire qu'on emploie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Certains historiens, d'ailleurs, estiment que ce sont en fait des mathématiques utilitaristes, du fait que c'est pas forcément l'approche à laquelle je souscris, mais c'est un jugement également qu'on peut trouver dans l'historiographie sur les mathématiques du XVIIIe siècle. Finalement, d'Alembert, au sein de son œuvre, a plus publié dans le domaine des mathématiques mixtes que des mathématiques pures. Ceci étant, parfois, assez souvent, ce sont des recherches en mathématiques mixtes qui vont le conduire vers des interrogations en mathématiques pures. Et les équations ou dérivées partielles vont nous donner un bon exemple de cela. Vous voyez ici, en 1768, un mémoire qui est dans les opuscules de d'Alembert. Les opuscules de d'Alembert, c'est le mode de publication que choisit d'Alembert dans la seconde moitié de sa carrière scientifique, parce que dans la seconde moitié de sa carrière scientifique, il est brouillé avec la plupart des académies européennes, que ce soit celle de Berlin ou celle de Paris, ce qui fait qu'il préfère choisir un mode de publication où il va directement voir les éditeurs avec des recueils de mémoire, et il va avoir donc 8 recueils qui vont paraître sous le titre d'opuscules mathématiques, où il rassemble ses écrits scientifiques la deuxième moitié de sa carrière. Donc finalement, ce qui va motiver les savants à étudier les équations dérivées partielles dans un contexte purement mathématique et à les sortir finalement du contexte physique dans lequel elles ont émergé, c'est la difficulté des problèmes, la difficulté des équations qui sont rencontrées. Pour d'Alembert, c'est notamment le problème des cordes vibrantes en milieu résistant et le problème de la courbe tautochrone à laquelle il s'intéresse en 1765 qui vont contribuer à le faire dire à un moment donné, on va sortir ces équations du problème physique et on va essayer de les étudier en tant que telles, plus uniquement les équations qu'on rencontre dans le problème physique. Et là, vous avez dans le mémoire 26, il va simultanément donc considérer des EDP hors de tout problème physique et il va essayer d'entreprendre l'étude et l'intégration de larges classes d'équations dérivées partielles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à faire ce genre de choses-là à cette époque-là. Vous avez par exemple Euler. Finalement, à cette époque-là, dans la décennie 1760, beaucoup de savants, face à la complexité croissante des EDP qu'ils rencontrent dans différents problèmes, alors pour Euler, par exemple, ça va être les ondes sphériques. Et cette situation les amène à isoler les EDP du cadre physique et à leur consacrer des mémoires purement mathématiques. Donc Euler, par exemple, en 1759, publie toute une série de 3 mémoires où il étudie la propagation des ondes planes puis sphériques. Il aboutit à l'équation que vous avez à droite. Cette équation lui pose un certain nombre de problèmes. Cette EDP lui pose un certain nombre de problèmes. Et il va du coup consacrer un mémoire en propre à cette équation-là, en dehors de tout contexte physique.
On a un peu la même logique chez Lagrange. Lagrange, dans les mémoires de Turin, en 1762, on est au début de la carrière de Lagrange, en 1762. On est à peu près 3-4 ans après ses premiers mémoires importants. Il va publier un long mémoire de 170 pages dans lequel il va recenser toute une série de problèmes physiques qui font apparaître des équations ou dérivées partielles. Donc notamment la propagation du son dans une colonne d'air, la propagation des ondes sphériques qui était un problème déjà traité par Euler, les oscillations d'un fluide élastique dans un tuyau conoïdal, des cordes vibrantes d'épaisseur non uniforme, l'oscillation de la chaîne pesante qu'on a également déjà croisée. Et donc il essaie de développer des méthodes après avoir recensé l'ensemble des problèmes physiques qui font apparaître ces équations ou dérivées partielles. Alors là, on va refaire un pas en arrière parce que là, on était venu jusqu'aux décennies 1760. Je pourrais d'ailleurs dire ici que la décennie 1770 va aussi voir beaucoup de mémoires importants sur les équations et dérivées partielles. Elle va voir l'entrée en scène de Monge, de Laplace. On va voir également les débuts de la théorie des caractéristiques, les débuts de la méthode de Laplace également pour les équations et dérivées partielles. Mais là, je vais revenir en arrière sur d'Alembert et Euler. Et sur le problème des cordes vibrantes. Il est assez connu dans l'histoire que le problème des cordes vibrantes va être à l'origine d'une polémique importante entre d'Alembert et Euler. Cette polémique, en fait, porte sur les fonctions acceptables dans la solution du problème des cordes vibrantes. Vous vous rappelez cette solution que j'avais vue? Elle faisait intervenir une fonction phi qui était liée à l'allure initiale de la corde au moment où on l'a lâchée. La polémique qui est assez connue entre d'Alembert et Euler, elle est connue pour avoir révélé finalement qu'il y avait une opposition majeure entre d'Alembert et Euler autour de la notion de fonction. Pourquoi cette opposition? Parce que finalement d'Alembert est plus attaché à l'expression formelle algébrique de la fonction, alors que Euler est plus attaché à la représentation graphique, si on dit les choses de manière un peu simplifiée et moderne. Finalement, on considère souvent que cette polémique-là a conduit Euler à formuler la première définition moderne de la première définition moderne de la notion de fonction en 1755. Ce que je vais essayer d'évoquer maintenant, c'est la deuxième partie un peu de cette polémique, parce que finalement Euler va, à partir d'un certain moment, ne plus s'intéresser à cette polémique-là, alors que d'Alembert va continuer à se creuser la tête sur cette question-là. Et ces interrogations d'Alembert vont amener à faire évoluer la notion de continuité. Et je vais pas mal parler de cette notion de continuité dans la fin de mon exposé. Finalement, la fonction phi qui intervient dans cette solution-là et qui est liée à l'allure initiale de la corde, Euler, lui, ne fixe aucune contrainte. Il explique qu'on peut prendre n'importe quelle fonction phi sans forcément avoir à mettre de restrictions. D'Alembert, lui, sa position est un peu différente. D'abord, dans un premier temps, il explique que la fonction phi ne doit pas être définie par morceaux, si on exprime les choses en termes modernes. D'ailleurs, au passage, à l'époque, on disait continu pour une fonction de cette nature-là. Vers le milieu du XVIIIe siècle, était continue une fonction qui était assujettie tout le temps à la même loi, c'est-à-dire, en d'autres termes, qui n'était pas définie par morceaux. La formule était partout la même. C'était ça, une fonction continue. Et donc, d'Alembert veut que ces fonctions soient continues, veut que ces fonctions phi soient continues. Il explique que les différentes figures de la corde vibrante sont renfermées dans une seule et même équation. On ne peut pas changer l'expression de la fonction. Puis, il va progressivement évoluer. En 1761, dans un mémoire des opuscules, dans le premier mémoire des opuscules, il va dire finalement, phi, elle ne doit pas faire ce qu'on appelle de saut de courbure. Le terme de saut de courbure, qu'il introduit à ce moment-là, et qu'il est un des premiers à introduire, le rapproche de la vision moderne de la continuité. Un saut, c'est ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, une discontinuité. Et donc, il va dire que c'est la courbure qui ne doit pas faire de saut. Et il va réaffirmer ce qu'il disait précédemment. Il va dire elle ne doit pas non plus être définie par morceaux. Et il va rajouter une troisième condition. Il va dire finalement, d'ailleurs, ces deux choses-là sont équivalentes. Ce qui pourrait choquer un œil de mathématicien moderne, mais c'est ce qu'il affirme à ce stade-là. Et plus tard, quelques années avant sa mort, il va finalement évoluer. Et il va abandonner la première condition qu'il avait fixée pour se cantonner à exiger seulement le fait que phi ne fasse pas de saut de courbure.
Donc vous voyez que vous avez finalement une évolution dans son approche où la continuité qui exigeait au début était une continuité liée à l'expression de la fonction, et finalement on se retrouve à la fin avec une continuité qui est plus liée à l'allure géométrique de la courbe et à la représentation graphique de la courbe. Et ce qu'on peut constater finalement, c'est que la notion d'absence de saut, qui est introduite par d'Alembert, elle va être liée notamment à des arguments physiques, et elle va progressivement, lentement se substituer à l'ancienne notion de continuité qui était liée à l'unicité de l'expression de la fonction. Et cette évolution, elle va s'étendre jusqu'au début du XIXe siècle, et pendant pas mal de temps, vous allez avoir les deux définitions, les deux approches qui vont cohabiter. Euler va se désintéresser plutôt de cette question-là, d'ailleurs. Vous avez ici un texte d'Arbogast qui date de 1791, où vous voyez qu'il explique que la continuité peut être détruite de deux manières. La fonction peut changer de forme, c'est-à-dire la loi suivant laquelle la fonction dépend de la variable, peut changer tout à coup. Mais la loi de continuité peut aussi être brisée quand les différentes parties d'une courbe ne se joignent pas les unes les autres. Nous appellerons les courbes de ce type discontiguës. Donc vous voyez que pour Arbogast, il y a discontinu et discontigu. Mais ce qu'on appelle nous aujourd'hui discontinuité, c'est ce que Arbogast ici appelle discontigu, bien sûr. Alors là, on a parlé de la continuité mathématique. Là, il faut que je dise quelques mots de la continuité plutôt dans le monde physique, parce que finalement, à travers les cordes vibrantes, à travers les fluides que j'ai rapidement évoqués, on a parlé de mécanique des milieux continus. Si on s'arrête sur les raisons qui poussent d'Alembert à exiger l'absence de saut de courbure, un des arguments évoqués pour interdire l'absence de saut de courbure est finalement un argument physique. Il explique que la nature de la force accélératrice est de croître ou de décroître par degrés insensibles, et non brusquement ou par saut. Alors, cette idée pourrait apparaître contradictoire, parce que dans d'autres mémoires, et notamment dans le traité de dynamique et dans l'éloge de Jean Bernoulli, dans l'éloge que d'Alembert fait étant jeune de Jean Bernoulli, peu après le décès de Jean Bernoulli, d'Alembert se montre plutôt opposé à la loi de continuité, qui était un point qui occupait une place assez importante dans la doctrine leibnizienne, et qui voulait que tout dans la nature se faisait par degrés insensibles. Donc on pourrait avoir apparaître ici un semblant de contradiction, mais d'Alembert précise tout de suite, il dit « En vain objecterait-on que la loi de continuité n'est pas une loi générale, puisqu'elle ne s'observe pas dans les chocs des corps, même des corps élastiques. » C'est quelque chose que d'Alembert a expliqué notamment dans le traité de dynamique. Je le sais, et je suis même, si je me trompe, le premier qui ait fait cette importante remarque. Je sais encore que les lois des chocs des corps sont soumises au calcul analytique, quoique la loi de continuité n'y ait pas lieu. Mais le cas est bien différent ici, en d'autres termes dans le problème des cordes vibrantes. Il s'agit ici d'une suite de points liés ensemble, dont le mouvement est supposé assujetti à une même équation analytique. Donc d'Alembert s'oppose finalement à la loi de continuité dans le cadre des chocs, alors que pour lui, elle s'applique au problème des cordes vibrantes. Il semble penser qu'elle est vérifiée également dans le cas de l'écoulement et de l'équilibre des fluides. Sa position, finalement, elle est assez nuancée. Elle consiste à dire que la loi de continuité, ou la continuité physique, si on veut en d'autres termes, s'applique lorsque le milieu est continu ou considéré comme tel, mais cette loi de continuité n'est en aucun cas un principe général, contrairement un peu au statut que Jean Bernoulli et Leibniz lui avaient donné. Donc, j'en viens à mes conclusions. Vous voyez que le traité de dynamique, comme les mémoires sur les cordes vibrantes que j'ai évoquées, les deux sont des œuvres majeures d'Alembert, qu'il produit étant plutôt jeune. À travers l'œuvre de d'Alembert, donc, on voit que le terme continu a évolué, et finalement, l'essence physique et mathématique du terme continu vont se rapprocher au cours du XVIIIe siècle. Si on peut dire les choses un peu autrement, le sens du terme continu en mathématiques se rapproche un peu de notre sens moderne, et il se rapproche d'une vision plus géométrique et moins formelle de la continuité. Ça, c'est en grande partie dû à l'introduction par d'Alembert de la notion d'absence de saut, et à l'utilisation notamment d'arguments physiques pour défendre cette absence de saut.
D'Alembert va aussi jouer un rôle important dans la progression des EDP des mathématiques mixtes vers les mathématiques pures. Cette progression se fait graduellement plutôt sur la fin de sa carrière. Hein. Et progressivement, les EDP vont devenir un nouveau domaine de l'analyse. Bien sûr, on a vu qu'il jouait un rôle aussi dans l'émergence de la première théorie des équations aux dérivées partielles. Les EDP deviennent, comme je vous disais, une nouvelle branche de l'analyse à peu près vers la fin des années 1770, parce qu'on commence à avoir un vocabulaire, des méthodes un peu plus élaborées qui interviennent à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et pour conclure, j'ai 2 diapositives encore à vous montrer, parce que je voulais vous parler d'une plateforme qui a été... donc, comme ça a été dit en introduction, je fais partie du comité éditorial des œuvres complètes de d'Alembert. Et les œuvres complètes d'Alembert, au début, étaient des œuvres imprimées. Hein. L'idée était de recenser, de prendre l'ensemble des écrits d'Alembert, que ce soit des écrits littéraires ou scientifiques, ou sa correspondance, ou même ses travaux en tant qu'expert académique, et de publier tout ça dans une série de volumes. Et le publier avec un cahier des charges assez exigeant, dans la mesure où ce qu'on voulait, ou ce qu'on veut toujours d'ailleurs, c'est qu'il y ait un appareil critique assez développé dans ces œuvres complètes de d'Alembert. Mais pour l'encyclopédie, on a choisi un peu une nouvelle formule. On a choisi d'utiliser donc une plateforme et de créer une édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie, et pas uniquement des articles de l'encyclopédie d'Alembert, mais de l'ensemble des articles de l'encyclopédie. Il faut dire que l'encyclopédie est un corpus compliqué qui présente toute une série de difficultés. Là, je vous ai mis un article, on ne voit peut-être pas très bien, c'était l'article point. L'article point en géométrie. Vous voyez qu'en fait, comme c'est le cas dans beaucoup d'articles de géométrie, dans beaucoup d'articles de l'encyclopédie, là, vous voyez qu'il y a une première signature à la fin du premier paragraphe, puis une deuxième signature à la fin du deuxième paragraphe. Il y a un E qui est entre parenthèses, parce que le premier paragraphe de cet article-là est rédigé par l'abbé de la Chapelle. Ensuite, le paragraphe suivant est rédigé par d'Alembert, il y a un O entre parenthèses. Hein. Et puis après, on repasse à un paragraphe fait par l'abbé de la Chapelle, et à la fin, on se retrouve avec une traduction d'un morceau de la Cyclopédia de Chambers. Hein. Donc vous avez typiquement ce type de choses qu'on trouve dans les articles de l'encyclopédie, c'est-à-dire des articles qui sont très très segmentés, pas tous, hein, mais certains. Le fait d'utiliser une plateforme comme la plateforme Encre, que je vous invite tous à aller regarder, permet de mieux rendre compte des structures des articles. Elle permet également d'annoter les textes. Elle permet de mettre, comme vous voyez ici, face à face, le texte original avec le texte donc en version numérique. Et elle permet aussi, vous trouverez sur cette plateforme-là, des notices biographiques des différents contributeurs de l'encyclopédie. Voilà, ça c'est pour l'encyclopédie. Le projet Encre a été lancé le 19 octobre, donc l'ensemble du corpus est en ligne. Bien sûr, tous les articles ne sont pas encore annotés, mais comme c'est une édition collaborative, ça prendra un certain temps avant que tout soit annoté, même ça prendra beaucoup de temps. Et comme j'en ai parlé au début, les œuvres complètes de d'Alembert, vous voyez que donc c'est l'édition papier, hein, qui est donc parrainée par l'Académie des sciences et qui rassemblait tous les textes de d'Alembert, qu'ils soient scientifiques, littéraires ou encore sa correspondance. Il y a une 60aine de volumes qui sont programmés, 7 sont parus. Et l'édition est structurée en 5 séries. Alors la série 2 correspond en fait au projet Encre. La série 1, ce sont les premiers travaux scientifiques. La série 3, c'est les opuscules mathématiques, c'est-à-dire c'est plutôt les travaux scientifiques de la deuxième moitié de la carrière d'Alembert. La série 4, ce sont ses écrits philosophiques, historiques et littéraires. Et la série 5, c'est sa correspondance générale. Et vous avez ici le dernier volume paru, qui est paru sous la direction d'Irène Passeron. C'est la première tranche de correspondance de d'Alembert de 1741 à 1752, dans lesquelles on a été nombreux à participer. Voilà ce que je voulais vous présenter.